Alors, je ne sais pas si on peut établir des filiations ou des influences, etc. Mais bon, par exemple, un personnage comme Rouche, il était à la fois disciple de Griaule, qui c'était la version la plus conservatrice de l'anthropologie un peu coloniale, entre guillemets, mais en même temps, il s'intéressait à la ville. Il est un des premiers à avoir fait un film sur Abidjan et puis à avoir tourné à Accra, etc. Le début des Maîtres Fous, où il détaille sur le mode presque comique tous les petits boulots, les grass cutters, ceux qui tondent le gazon à la coup de machette pour les Anglais, etc. C'est extrêmement drôle. Et donc il s'est intéressé aux migrations et il a dirigé un gros projet sur les migrations. Et puis il a fait ce film aussi sur Albert Hacho, qui était un peu aussi sur les prophètes guérisseurs. Et donc il s'intéressait aux éléments dynamiques, pas seulement à la conservation des traditions, quoi. Donc, et ça c'était... et bon, moi à cause du cinéma aussi, j'étais très intéressé par la ville parce que... Bon, j'avais fait une série au Centre Pompidou sur les symphonies urbaines, où il y avait à la fois Rothman, Wiseman, enfin tous les gens qui avaient qui avaient essayé de capter par le cinéma le rythme d'une ville, et Vigo bien sûr, et plein d'autres. Et donc j'étais intéressé par ça. Et puis alors évidemment le coup de grâce du terrain à la campagne au Mali, ça a été le djihadisme, parce qu'on n'a plus pu se balader comme on voulait, on était limité à Bamako. Et alors comme je donnais cours aussi de master là, à l'université de Kabbalah, je profitais de mon temps libre, parce que c'est des navettes assez éprouvantes, hein. Il faut 1 heure d'embouteillage pour arriver là-bas, mais après on est en banlieue. Et donc en banlieue il se passe plein de trucs, et donc j'ai commencé à faire des enquêtes là. Et bien alors je me suis vite rendu compte qu'il y avait une efflorescence de culte de possession moderne, enfin contemporain, qui prennent les formes les mêmes que dans les années 60 et 70, mais par exemple Jean-Marie Gibal avait fait 2 livres, un qui s'appelait Les génies du fleuve et l'autre Les tambours d'eau, sur les cultes de possession qu'il donnait comme un peu en voie de disparition. Or, contre toute attente, alors qu'on est en pleine période de réislamisation forte, pas seulement à cause du djihadisme, mais aussi à cause d'une influence croissante de l'islam, qui vraiment est même aussi une alternative politique, il y a un islam politique, enfin, qui est intervenu dans la République. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus personne au Mali si on n'est pas musulman. Et ça, c'est très différent de ce qui existait il y a 30 ans, ou même 20 ans, ou même 10 ans. Et donc, mais là, parallèlement à ça, il y a une explosion des cultes de possession féminins, pas exclusivement, il y a aussi des hommes, mais c'est quand même une majorité de femmes qui donc créent un djinnéton, une société de génies, ou qui organisent des djinnédons, c'est-à-dire des danses de génie. Et donc, elle porte des noms. Il y en a une, par exemple, qui se fait appeler Tout Blanc Bébé, une référence comme ça, un peu humoristique au monde blanc. Et c'est des femmes fortes qui dirigent, qui ont eu des troubles de la personnalité, si on veut. Donc, elles ont 1 ou 2 ou 3 génies qui les fréquentent, qui les prennent en possession, mais elles sont parvenues à maîtriser un peu, à domestiquer un peu cette relation, et sont devenues chefs de culte. Et donc elles sont, Djinn Tigui, c'est la personne aussi qui contrôle les esprits, qui est capable de contrôler. Donc c'est un rapport ambigu. L'esprit vous contrôle, mais vous aussi, vous avez... Et donc elles soignent les autres. Et donc elles ont des groupes de femmes qui ne sont pas des miséreuses, c'est des femmes plutôt classe moyenne, assez élégantes parfois, avec leurs petits sacs à main et tout ça.
Et elle commence à danser et chanter sur le mode assez modéré. Et puis à un moment donné, hop, on est parti en possession avec les coiffes, les foulards qui tombent par terre, les cheveux qui se dénouent, et ça fait tout ce que les musulmans n'aiment pas. Et avec des mouvements incroyables d'énergie de la tête, comme ça, et des mouvements de bras et tout. Et ça, elles ont, à peu près tous les adeptes ont ces crises-là, mais qui ne sont pas des vraies possessions. La vraie possession arrive éventuellement à l'issue d'une de ces danses. Alors tout à coup, il y a une crise de possession qui est identificatoire. C'est pas comme dans le Nya, où là, où tous les possédés, on sait tout de suite que c'est comme des fonctionnaires du culte. Là, non, il y a un doute sur qui a pris en possession. Et donc c'est d'après la gestuelle et la musique. Par exemple, la personne fait comme ça quand la musique ne lui convient pas, donc les musiciens suggèrent d'autres musiques. Tout à coup, on a la musique du génie. À ce moment-là, il y a un vestiaire, comme dans le vaudou haïtien, ou sur un poteau dans ces hangars ou ces endroits où se produisent ces cultes, on prend les tenues du chasseur, etc. Et donc ces femmes qui sont très féminines abandonnent leur sacoche et tout ça, et incarnent tout à coup un cavalier de l'armée de Sundiata ou bien un chasseur connu. Et il y a une petite généalogie de dieux avec des incertitudes, un peu comme dans les dieux grecs. Parfois, il y a des doutes sur le sexe. On ne sait pas si c'est le mari et la femme, ou bien le frère et la sœur, ou bien, etc. Et donc, il y a des chants qui, plus ou moins talentueux, avec des griottes qui sont payées par la Djinetigui. Et donc les gens cotisent, donnent de l'argent, etc. Et la griotte est plus ou moins compétente aussi. Il peut y avoir aussi un griot masculin. Et ils ont ces tambours, donc ils sont des calebasses retournées sur des bassines d'eau, et qui frappent avec des baguettes, c'est les tambours d'eau. Et donc il n'y a pas un seul quartier de Bamako maintenant où il n'y a pas ces cultes-là. À l'époque où j'avais filmé un culte qui était à 200 mètres de la maison d'Ibeka, Ibrahim, le chef de l'État, Keïta, et donc c'est partout. Au bout de la propriété d'Alpha Konaré, l'ancien président avant, des années 90, il y a un grand baobab qui est un arbre de génie, où ils viennent faire des offrandes et tenir des tambours et tout ça. Donc c'est partout, partout. Quartier pauvre, quartier riche, partout. Et donc, alors, ils rusent un peu avec l'islam parce que il y a quelques sourates qui reconnaissent l'existence des djinns. Et donc ça leur donne une assise, et ça leur permet de dire à la fois qu'ils sont musulmans et qu'ils pratiquent. Alors, il y a des sacrifices, mais dans l'islam, il y a aussi des sacrifices, donc c'est pas non plus totalement gênant. Et ça a beaucoup d'énergie, hein, et donc ces femmes probablement ne sont pas totalement heureuses dans leur vie quotidienne, et elles trouvent là un exutoire et un moyen d'expression et une manière de restructurer aussi leur vie, d'agripper un peu de pouvoir, etc. Et c'est très important aujourd'hui. Alors j'ai filmé, je ne les ai pas encore complètement montés, mais j'ai beaucoup de matériaux là-dessus. Alors c'est pas facile à filmer parce que ça bouge beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lumière, et par contre il y a des ouvertures avec le soleil qui claque derrière dans la nature, et puis il y a des gens qui ne veulent pas être filmés. Et donc je dois jongler avec tout ça, donc c'est assez difficile de faire un matériel. C'est assez riche sur le plan de l'information ethnographique, mais sur le plan cinématographique, c'est pas facile. Dans l'ethnologie ancienne, les ethnologues passaient beaucoup de temps à essayer d'identifier les dieux, et les sculptures, les figures, etc. Et assez curieusement, alors que quand même il y avait déjà eu Castoriadis et d'autres, etc., sur les imaginaires et tout, ils étaient obsédés par le fait de trouver l'espèce qui était incarnée. Or, par exemple, le Tiwara, qui est une des pièces d'art les plus connues du monde bambara, en forme de cimier, d'antilope, là, il y a eu un bouquin qui s'appelle Les Antilopes du Soleil, de Zahan. Il est totalement absurde d'essayer de voir quelle est la bête qui a fourni le modèle, parce que ce sont des chimères.
c'est composite. C'est à la fois caméléon, orithérop, etc. Et donc ça fonctionne comme chimère, ce qui est assez compréhensible dans le polymorphisme d'une instance divine. C'est toujours quand même plus subtil que un symbolisme ceci et cela, quoi. Donc le mode ceci et cela marche pas dans ces choses-là. Et donc, bon, c'est pas théorisé, on n'a pas de glose là-dessus, mais en croisant les chants, ce que les gens disent, les prières, etc., on arrive. Et le Tiwara, bon, il s'est un peu transformé. Au départ, alors, la question demeure de savoir si c'est un départ religieux ou une dérive religieuse, ou un développement religieux, mais c'est une société de culture. C'est pour encourager les gens à la culture, et en particulier au sarclage, qui est un énorme, qui est le plus fatigant du métier d'agriculteur. Et donc c'est un concours, donc il y a une émulation, et les masques viennent galvaniser les sarcleurs sur le champ, avec un chœur en général de jeunes filles, avec une petite composante comme ça de séduction, où les jeunes filles viennent cajoler ou éponger les types qui sont en transpiration, etc. Leur donner à boire. Et ces masques c'est des costumes de fibres végétales, comme donc des cônes, des robes, des grandes robes noires, et en général un visage masqué aussi par des fibres noires, mais ils voient à travers, et un cimier au-dessus, fixé sur une petite calotte, quoi. Alors évidemment, le marché de l'art a démembré tout ça. Les cimiers sont devenus la pièce, et on a oublié le costume, la danse, tout ça, c'est démembré, si on veut. Mais alors il y a alors les danseurs sont appelés porteurs de fibres. On ne les appelle pas danseurs, on ne dit pas l'homme qui danse, c'est porteur de fibres. Et c'est un euphémisme pour dire qu'il incarne quand même autre chose, une divinité, quoi. Et donc la logique chimérique, on ne sait pas trop comment elle est gouvernée, mais en tout cas pas par un mythe explicatif. C'est plutôt un jeu de symboles avec des caractères sexués ou bisexués, etc. L'idée, c'est de faire un dieu comme athlète complet, avec plusieurs principes ensemble. C'est le principe de la chimère. Et c'est ça qui rend aussi les ontologies un peu difficiles, parce que il y a quand même une certaine liberté aussi de l'artiste. Et alors l'artiste, il est compliqué à identifier, parce que il y a un commanditaire qui dit « je voudrais que tu me fasses un Tiwara dans le style de Ségou ». Alors le type, qui peut être sénoufo, il sculpte un masque et ou bien il me dit « je voudrais un masque horizontal », ou bien « je voudrais avec un caméléon », ou bien avec parfois des allusions Como à un autre culte et tout ça. Et parfois une jeune fille mise entre les cornes de la gazelle. Donc c'est assez compliqué. Donc le commanditaire a ses idées, et le sculpteur aussi. Et donc c'est toujours un compromis. Et alors il y a des styles régionaux, mais on peut demander à un sculpteur d'une région de faire un style d'une autre région. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est d'ailleurs aussi, les fétiches aussi s'assortissent mal d'une logique ontologique. C'est-à-dire, moi j'ai un petit problème avec l'idée un peu chère à Philippe Descola, bien que je le lise, mais évidemment c'est lire avec énormément d'intérêt et de plaisir aussi, mais je pense que c'est assez difficile de clôturer à une unité culturelle dans une ontologie particulière, parce que c'est dialectique, ça bouge, ça se négocie, et en particulier, beaucoup de choses au Mali sont codées par la géomancie. Donc même la composition, savoir qu'est-ce qui va entrer dans la composition d'un fétiche, il y a des tirages géomantiques. On regarde, alors les combinaisons de la géomancie, c'est une mathématique qui est si complexe qu'elle s'assortit mal du confinement en un régime analogique ou anémique ou totémique.
Et donc c'est une combinatoire. Donc on a des mutations internes à l'intérieur des cultes. Et donc d'un côté la chimère et de l'autre côté le côté en partie aléatoire des combinaisons pour la fabrication d'un fétiche me paraissent assez difficilement compatibles avec une idée de l'ontologie. Et en plus, aussi, si on fait une anthropologie comparative, et c'est bien parce que le sens de l'anthropologie est comparatif, toujours, parfois on se base sur une expérience, un livre d'une certaine époque, description, je sais pas, une monographie en 1940, paf, on enfermerait les Ticopia dans une ontologie. Moi, ça me gêne un petit peu.